Alors qu'ils rentraient chez eux après avoir défendu l'empire colonial, près de 200 tirailleurs africains ont péri dans le pire naufrage maritime civil de France. Comment est-ce possible qu'on amène ces gens dans une guerre qui n'était pas la leur, qu'ils aient versé le prix du sang à la guerre et que la nation française les oublie totalement? Miraculés de la Première Guerre mondiale, les naufragés de ce Titanic à la française gisent depuis un siècle au fond de l'océan sans jamais avoir obtenu les honneurs de la mère patrie. C'est l'histoire des tirailleurs de l'Afrique. Bien qu'ils aient quitté l'enfer des tranchées depuis 2 ans, des centaines de soldats originaires de toute l'Afrique de l'Ouest restent bloqués en France métropolitaine, attendant d'être soignés ou bien réquisitionnés pour la reconstruction de l'Empire. Ce 9 janvier 1920, ils sont 192 tirailleurs à espérer rentrer au pays grâce à l'Afrique. Un paquebot assurant la liaison entre la France et ses comptoirs coloniaux au départ de Bordeaux. Bordeaux, pourquoi? Du fait du passé colonial esclavagiste de Bordeaux, les infrastructures portières et ferroviaires de la ville font que la ville est la porte d'entrée et la porte de sortie du Royaume de France. Les tirailleurs embarquent pour Dakar aux côtés de colons, de commerçants et de religieux, pour qui l'Afrique est un Eldorado. On a aussi parmi ces passagers un homme qui s'appelle Monseigneur Jalabert, et ces missionnaires allant vers l'Afrique, évangéliser les populations africaines. Et aussi participer à la construction de la première cathédrale de l'Afrique de l'Ouest, c'est la cathédrale du souvenir africain qui existe toujours au Sénégal. 599 passagers voguent à pleine voile sur ce fleuron de la flotte maritime qui entreprend son 58e voyage vers l'Afrique. Le navire est un modèle récent et surtout, il affichait avant son départ 5 semaines de travaux d'entretien. Mais alors que le bateau prend le large sur l'estuaire de la Gironde, le chef mécanicien demande subitement au capitaine de ralentir la cadence. Selon certains historiens, lorsque le bateau quitte la Garonne, il heurte une épave. Il y a une voie d'eau qui se fait dans le moteur du navire. Le capitaine Leduc, lorsqu'il constate que l'avarie est irréversible, c'est d'appeler au secours. Les secours n'arrivent pas et ne peuvent pas. Le bateau ne peut ni faire demi-tour parce qu'à un moment donné, il perd totalement les commandes du bateau. Une tempête se déchaîne alors. L'Afrique se retrouve ballottée par des vents de force 7. Le paquebot n'a plus d'électricité, plus de gouvernail et plus de moteur. Et à bord, le mal de mer des passagers se transforme en panique sur les flots. C'est l'affrètement de tous les canaux de sauvetage qu'il y avait dans ce bateau. Et on raconte même que Monseigneur Jalabert a organisé une sorte de séance de prière pendant que les flots engloutissaient ce bateau. Le bateau dérive dans l'obscurité et entre en collision fatale avec un bateau-feu. Il sombre dans la nuit du 11 au 12 janvier 1920. Seuls 34 passagers survivront à la tragédie, dont 12 tirailleurs. Pendant plusieurs semaines, des dizaines de cadavres vont s'échouer au large des côtes vendéennes. Ils seront inhumés pour la plupart aux alentours de l'île de Ré. Bien évidemment, on n'a pas rapatrié les corps de ces tirailleurs sénégalais vers leur patrie d'origine pour les enterrer avec les rites traditionnels auxquels, bien évidemment, leur famille et leur peuple étaient attachés. Il n'y a eu aucun traitement, aucune réparation, ni militaire, ni judiciaire, ni politique pour ces tirailleurs sénégalais et pour leurs familles en Afrique. Ils ne sauront pas d'ailleurs dans quelles conditions finalement ces hommes sont morts. Ce naufrage est pourtant l'un des plus meurtriers de l'histoire de France. Mais il ne suscite aucune indignation nationale, contrairement au Titanic, dont la tragédie 6 ans plus tôt avait fait couler beaucoup d'encre. Est-ce à cause de l'identité de ses passagers? Cette année-là, la presse est complètement submergée par l'élection présidentielle opposant Deschanel à Clémenceau, faisant sombrer l'Afrique dans l'oubli. Alors lorsque le naufrage survient, nous sommes 2 ans après la Première Guerre mondiale, qui a été une véritable boucherie. On peut penser qu'à l'époque, on se dise, bon, 600 passagers qui sombrent dans l'océan, c'est pas très très grave. La deuxième explication, c'est que ces tirailleurs sénégalais, on les considère comme des sous-hommes. Ce sont des gens qui sont encore sous domination coloniale, donc on a pu se dire que bon, ce sont des gens qui étaient destinés à mourir de toutes les façons dans la guerre. Ils ne sont pas morts dans la guerre, bien une double peine avec ce naufrage. Mais les familles françaises endeuillées s'interrogent. Comment ce navire qui avait obtenu son certificat de navigabilité a-t-il pu sombrer à seulement 40 km des côtes? Dans l'indifférence générale, les proches des victimes de l'Hexagone tentent de traduire en justice la compagnie des chargeurs réunis, propriétaire du navire. Mais après 12 ans de périple judiciaire, l'affréteur est finalement lavé des soupçons de mauvais contrôle technique. Quant aux familles des tirailleurs, qui n'ont jamais appris la disparition en mer de leurs proches, elles n'obtiendront aucune reconnaissance de l'État français. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est que ces
ils ne sont pas morts les armes à la main. Ils ne sont morts pour la France que ceux qui meurent les armes à la main. C'est l'océan Atlantique qui les a engloutis. On ne leur a pas rendu les honneurs dus aux morts. Ils méritent que les honneurs leur soient rendus, d'autant plus ceux-là qui étaient venus et qui sont morts pour la France. Et tout le combat qu'on a mené, c'est pour que ces tirailleurs sénégalais-là soient déclarés morts pour la France. Alors que les revendications des victimes ne semblent pas vraiment atteindre les autorités, celles-ci vont tout de même mettre en place à la suite de la catastrophe d'importantes mesures pour pérenniser le secteur maritime français. C'est toute la contradiction dans laquelle la France s'est toujours trouvée dans son rapport avec les colonies et les descendants des colonies. C'est que son évolution sur